بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء أهنئكم بحلول السنة الميلادية والأمازيغية سنة 2026. إن شاء الله تكون بداية هذه السنة سنة خير وسعادة وصحة وهناء للجميع. إذا راح نبدأ عن السنة الميلادية الأمازيغية. يعد الاحتفال بالسنة الأمازيغية تقليدا تاريخيا قديما ويرتبط بالموروث الزراعي والثقافي للأمازيغ. يعرف هذا الاحتفال بيناير ويتميز بتنوع طقوسه وأساليبه من منطقة إلى أخرى. يرتبط هذا التقليد بعلاقة وثيقة بالطبيعة والزراعة ويعتبر جزءا من التراث الثقافي ويعتبر أيضا الحزام التقليدي القبائلي رمز من رموز الثقافة الأمازيغية اللي هو موضوعنا اليوم، التي أتت به السيدة فريدة سحوي القادمة إلينا من ولاية الجزائر العاصمة. أرحب بها تيزي وزو، وأيضا أرحب بالشاعرة أيضا نادية بن عمار، وأرحب مرة ثانية بضيوفنا الكرام. وتتفضل بدون إطالة السيدة نادية سحوي فريدة سحوي تقديم موضوعها حزام أمازيغي اللي هو بالأمازيغية أغوس. شكرا. شكرا. أهلا وسهلا بالجميع. أنا جد سعيدة أني مع الأحباب تاعي بيت الشعر الجزائري في وهران والمقهى الثقافي وهران بهية كافي culturel Valoran ont le plaisir d'organiser cet événement à l'occasion du mois du patrimoine de l'Amazéghité dans toute l'Algérie. في دار الثقافة زيدون إبراهيم. استضفنا nous avons reçu deux dames, on est sur les dames, deux dames. La première, elle nous vient de Zazga, c'est notre invitée, elle vient de loin, Zazga, Tizi Ouzou. Elle vient par ses propres moyens et il faut saluer ce geste. Merci pour Farida Sahwi qui est passionnée de recherche historique sur le terrain. Elle veut raviver la mémoire qui souvent est délaissée, négligée. Elle fait des recherches sur le terrain et aujourd'hui elle nous présente un livre qui s'intitule Elgous qui veut dire Hizam. Et vous allez voir que le hizam, ce n'est pas seulement un accessoire, c'est aussi un signe, un symbole très fort. Et à travers cet ouvrage Elgous, c'est une enquête sur le terrain vivante. C'est un roman historique. Elle veut aussi parler de tradition, c'est un regard sociologique, anthropologique. Elle veut parler de tradition locale, mais surtout ce qu'il faut saluer chez Farida Sahwi, c'est sa position militante. Elle veut dénoncer aussi ce qui ne va pas, la condition féminine. Merci Farida Sahwi et bienvenue à Oran. Et ça ne sera pas la dernière, croyez-moi, parce que c'est une femme aussi qui a fait des recherches sur les déportés kabyles en Tunisie au début du siècle, n'est-ce pas? Ça sera une autre invitation. Notre deuxième invitée, elle est d'Oran. Même si, n'est-ce pas, elle nous vient, elle est née à Tizi Ouzou. Ouais. Mais là, on la considère comme oranaise. C'est notre poétesse Nadia Ben Amar. Nadia Ben Amar, ce n'est pas seulement une poète. C'est une artiste qui a plusieurs facettes. C'est une poétesse, elle a une plume vraiment très confirmée, en arabe et en français, bilingue, nourrie par les grands classiques de la littérature française, mais aussi par la poésie transmise par sa maman, Mohamed, n'est-ce pas?
c'est Mohamed Mahad, c'est-à-dire elle est bercée entre les deux confluents, n'est-ce pas? Et ça donne une poésie très originale parce que sa thématique, c'est toujours l'identité, la mémoire, la liberté, mais c'est aussi ces blessures silencieuses que seulement la poésie peut dire et transmettre. Merci Nadia d'avoir accepté notre invitation. Elle est aussi Sama Raqmiya, n'est-ce pas? C'est-à-dire elle fait des dessins numériques vraiment splendides. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, elle a traduit, elle est traductrice de français vers l'amazigh berbère de l'histoire de ma vie de Fatma. Non, pas Fatma Souma. Fatma Mansour. Voilà. Je m'arrête là. Je vous dis bonne écoute et bon après-midi ensemble. Et j'invite nos deux invités, Nadia Benamar et Farida Sahli. La scène est pour vous. Non, je ne vais pas me mettre là, c'est à vous. C'est-à-dire, on fait comme convenu, on va commencer par de la poésie. Elle va déclamer sa poésie pendant رابطة الإلقاء الشعري باللغة الأمازيغية السيدة نادية بنمار، ومع التالي تخلي فريدة سحوي تقدم الجوز بطريقتها نسبة، ومع التالي ثاني نعاودوا للشعر وهكذا دواليك يستطيع باش واحد ينشط وهو كذلك صح؟ شكرا. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Est-ce que c'est le gaz? Bonne année. Inch'Allah, nous avons dit donc, on commence par un poème de Nazir. Si c'est possible, moi je le lis. Oui. D'accord. Donc c'est un poème, c'est un langage. J'ai l'habitude de dialoguer toujours avec quelqu'un, soit avec un poète, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec une personne. Et cette fois-ci, je dialogue avec le miroir. Donc le miroir, c'est une âme symboliquement entre le poète et lui-même. Il se voit, il voit son histoire, il voit le reflet de sa société. Donc dans ce poème qui s'appelle Yemli, je vais dialoguer avec lui. Il me parle, je lui parle. Yemli, غف الحيط على قدمي زلزال عقلي ولا مدمس يتزي العقل يلوي ويفتح زاد ونيس ورجيغ ولا ديالي يزنان يكرفليسيس المري ورد نطيقه صاصو تدغم قدميش موريد النيت ويتحملو دانتي تزمض سيدي ما السماع كان مين وكان غطى رصفط ذا الحيط كان إذا كانيش وروفي غتسان ولاغ يبغيني وتزاغ وتنس يروحا وصدق الفاغ الصوا وتفريوس يعرق وفري دارقاغ حذر الزجير هذي ينس حذر غموسيو هذي ينس المريد المقدم
تيسقسك في الليل ينسياك وينورك ذيك اللي انت يري من دار ما يزيد كان أذكر فاس تموني ولا خياك ولي قعدان سجدتي نزيق يروي ويروي نبيد يحفان ويا بيدينا ويوري والنظام ذا محبوس ذي الطعام لو رجعت بوثتلي ما دشام السفايد ثرال تغيظ كان وتعدي justement vrai رجال يثران إني يكذب ويقولي عندك نايم لاني جنوان تسالو تتزقوري ديتي رقا ما تحملك عمت غلفي قيري المريقة وكيالات ضفعت طولك شوي وإذا يشوف الغرم وهما ندمو في السلفي أجاجيح نتمسي كرن سدا وذفرد يشتوي ديك ديما يلاس تكسن الصغار دي توسني تدون دوك سيكنا وسوكن يزلاز وهو الغفريمي المريح الناقة شحال ذهيك شبحت وينيو تفتي كثر النوزال ما تشام ذي مغنيو الثراق نزون ذوك فنجال انت ناسي الصرع النوهي مقليح في غساجو تايري تسكفتي ميطيو ألا غيمي تدو يا الغاش وضيميو زرعا في الدم وابو حاشا ويغوسا ودنيو لكفاني هكادوسو الروحي مجاليد مريني المري نرجو تسويت مكشنا غير خالتيو يفوك واس التمديد السبسغ ياكل السلاحيو لك يديك التمليليت غفتايت سندا خيختيو تتسرع شطوح لي تديد تحصي غادي يغزي في يضيو هسا تحصرات غادي يغزي في يضيو ثاني Nadia, c'est bon, tu veux ajouter ou là on passe Farida مع Talizidi? Donc je peux, je ne sais pas, pour les poètes non berbéraphones, je peux ajouter un poème de Wood en français. Yallah. D'accord. Bouscule-moi. Bouscule-moi, poète, bouscule-moi, bouscule-moi. Tu as toutes les raisons de refroidir ton cœur. Tous ces signes, toutes ces images que tu affiches ne sont qu'une rage tarie au fond de ton ventre lourd. Vomis, oui, vomis, 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 expulse ta phobie sur mon visage. Que te faudrait-il, poète errant, poète fou, poète délirant? Que te vaudrait-il pour tout expédier dans cette ambiance déchirée par la pointe du pied d'une rescapée? De ton ras-le-bol à mon impuissance, j'irai de mans en mans sur tous les sentiers, sur toutes les routes du monde, aussi tortueuses soient-elles. Et de migraine en migraine, tel un corbeau drapé de son deuil, pour finalement me poser sur une branche nue, en plein désarroi d'un cœur en ruine. Quelle délivrance pour celui-ci, quelle délivrance pour ce cœur en fragments, et qu'il ne reste de lui qu'un poète drogué jusqu'à l'orgasme. La voici la vie, la voilà, la meilleure et la pire, celle qui s'inscrit inlassablement, lamentablement chaque jour sur un mur moite étincelant de sueur, où l'on ne fait que flâner, flâner durant des heures et des jours, sans visage, sans nom, sans âge, sans statut, sans demeure. Je te ressemble, poète, oui,
je te ressemble. Moi aussi, je suis drôlée. Farcie de paroles amères jusqu'à la moelle d'épinière, tel le mulet de ces fameuses femmes autour d'un feu qui s'éteint, pour ne laisser que des cendres froides, afin de peindre avec nos cils cassés. La lourdeur de cette poudre noire sur nos paupières les empêche de se relever. Vomis ta rage, vomis la poète. Alors, je te le dis, bouscule-moi, n'hésite pas un instant, n'aie pas crainte de toucher l'énigme de ma frustration. Voici ta maison, ta cité, ta terre déshéritée. Voici la cité des survivants poètes. C'est la chute de la déroute. Merci. Merci, Nadia. Merci. Maintenant, on passe à notre Farida Sahoui et à vous la parole. Merci beaucoup. Azul Flewan, merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous avez fait pour que je puisse passer un bon séjour. Je remercie évidemment toute la famille, votre mari, et voilà, j'ai passé des journées chez vous. Et puis merci de m'avoir donné cette occasion de venir à Oran. Oran, pour nous, en Kabylie, en tout cas, c'est une ville qui nous a quelque part été familière, parce que beaucoup de gens, beaucoup de familles se sont installées ici depuis longtemps, mais je n'ai pas eu l'occasion personnellement de venir pour me promener un peu et découvrir les lieux. Mais voilà que c'est grâce à vous que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, et je suis reconnaissante et je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Marhaba bik. Et voilà, donc, vous l'avez déjà annoncé. Je parlerai aujourd'hui, bon, j'ai plusieurs ouvrages, mais je vais me limiter aujourd'hui à Egous, donc l'Hazam, ou bien ceinture. C'est cet accessoire que met la femme sur sa taille. Je sais que vous le mettez, toutes les femmes, je sais que vous le mettez de votre... de toute façon, même en tant que jeune fille, petite, on le mettait toujours. Mais bien sûr, ça change de taille avec l'âge, avec une jeune fille, une nouvelle mariée, et une maman, une vieille, bien sûr, elle prend d'autres dimensions. Voilà, avec pour la jeune fille. Donc, voilà. Et quand on se marie, surtout avec les enfants, bien sûr, on prend une dimension comme ça plus, voilà, visible. Voilà. Voilà, avec après, quand même, hein, mais après, à la maison, il y a d'accord. Donc, moi, j'ai mis ici, je l'ai mis à l'occasion, il est plus épais. Non, mais, bon, je l'ai mis à l'occasion parce que beaucoup ne. Voilà, il est plus. Voilà. Donc, chez nous, c'est une tradition, hein, mais que je vois de ces robes cabites sans mettre cet accessoire. Parce que ça donne. Plus large, s'il vous plaît. Il y en a plus large. Oui, plus large et plus long aussi. Hein. Moi, je l'ai. Comme on a offert à Béjaïe, il est bien plus large. Oui, il y a d'autres plus larges aussi, oui. Avec pour les grands-mères. Moi, comme je ne suis pas encore de cet âge, donc je me mets dans ce. Oui. Oui, donc il y a l'âge qui a le statut aussi. Le statut aussi de la femme. Très bien. Et quand j'ai décidé d'écrire Egous, en vrai dire pour le roman, d'abord c'est une histoire tirée de la réalité d'une femme qui a subi une grande injustice infligée par les gens de la famille, par ses proches évidemment. Le mal ne vient pas de l'extérieur, généralement il vient là où on ne croyait pas. Et Tessalit, donc le personnage principal, donc subit cette injustice. Mais malgré qu'il respectait la tradition, parce que pour nous, Egous, c'est pas seulement cet ornement, mais c'est une tradition et c'est un symbole. La tradition, c'est quoi? La femme, quand elle perd son mari, chez nous, dans toute l'Afrique du Nord, ça veut dire aucune lésion, la femme, quand elle perd son mari, et s'il a des doutes qu'elle peut être enceinte, donc il met cette Egous, il le met sur le circuit de son mari, il passe dessous.
C'est comme pour annoncer aux gens que peut-être je peux être enceinte pour que ne pas être montrée du doigt. Mais malgré qu'elle respecte la tradition, on va l'accuser quand même d'adultère. Une femme qui va subir toutes sortes d'humiliations à la maison, premièrement par ceux qui l'a toujours bien servi, ça veut dire considéré, et pour savoir que pas forcément quand on fait du bien, on reçoit du bien. Et c'est des faits réels. C'est des faits réels, hein. C'est des faits réels. C'est une histoire que j'ai entendue comme ça, mais c'est avec l'âge qu'on comprend des choses, et ça m'a touchée terriblement, que je me suis mise à l'écriture. Ça m'a pris plus de 4 ans, parce que c'était pas facile de connaître les années 40, 50, etc. Donc donc j'ai creusé dans la mémoire des gens, dans les lieux, etc. pour pouvoir raconter toute une mémoire non seulement de notre région, c'est-à-dire la Camélie, mais aussi l'Algérois, mais aussi Marseille, etc. Parce qu'il y a des exilés, il y a des immigrés. J'ai présenté aussi plusieurs portraits de femmes. Donc, à part Thessalonique, parce que je ne me suis pas limitée en fait à l'histoire de Thessalonique, mais aussi à portraits de femmes qui souffrent souvent dans le silence, comme Fantouz Boumjah, donc une femme qui perd son mari. À vrai dire, il n'est pas mort. Elle aurait aimé si le mari a été mort, on va décider, au moins les choses seront claires. Mais quand il part, il ne revient pas. Ça, c'est un statut qui n'est même pas reconnu, il n'est même pas connu. On n'a pas dit, on n'a pas chanté, on n'a pas écrit. Fantouz Boumjah. C'est qui Fantouz Boumjah? Il est marié, il n'est pas marié, et qu'est-ce qu'il attend? Il va se remarier? Non. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Le poids de la société, beaucoup de choses. Moi, je me souviens des femmes du village, qui ont vécu ce drame, mais c'est des femmes qui ne parlent jamais de leur douleur, de cette tragédie. Ils ne parlent jamais. C'est des femmes d'abord qui se taisent, ils ne parlent pas, et puis ils ont un comportement un peu particulier par rapport à toute la société. Ils se méfient de tous, ils ne se mettent jamais dans des beaux habits, ils ne se maquillent pas, donc ils ne se mettent pas en valeur. En plus de ça, par exemple, au village, ou bien à la fête du village, ou bien du mariage, etc., ils se mettent toujours à l'écart, dans les derniers, voilà. Non, on ne doit pas l'avoir. Et généralement, il se met comme ça même, et il se cache comme ça un peu, ça veut dire il ne veut pas parler, il n'a pas le droit de sourire. Éteinte. Et il est éteinte, oui. Il ne chante pas, alors là, danser, c'est... Alors moi, je me souviens de certaines femmes qui ont vécu comme ça jusqu'à l'âge de 80 ans. Alors, leurs maris, ils sont partis, alors ils étaient jeunes, 20 ans, peut-être 25 ans, ils ne sont pas revenus, mais ils ont gardé l'espoir. Peut-être un jour. Malheureusement, ils sont partis comme ça, avec leur douleur, avec leur solitude. Le problème des femmes, parce que je ne peux pas appeler ces hommes des exilés ni des immigrés, c'est un statut un peu spécial. Bon, un exilé, c'est clair aussi, un immigré. Abandon de famille. On peut dire, mais c'est pas abandon de famille, c'est pas toujours abandon de famille. Moi, j'ai pas trouvé le terme exact. Ça veut dire le mais Et ils envoient l'argent? Non, au début, ni le draham, ni l'islam, ni rien du tout. Mais ils savent qu'il est toujours vivant. Sérieux, on est toujours vivant. Donc il y a toujours cet espoir. Chaque année, et finalement, il finira par c'est-à-dire, elle est morte en étant vivante. En étant vivante, déjà, pourquoi? Parce que ce genre de femme, il est montré aussi du doigt, parce que pourquoi il est parti? Parce qu'il n'est pas revenu. On accuse la femme tout le temps, et la femme doit se justifier de tous ses actes, de tous ses moindres gestes, ça veut dire pour plaire à la société. On n'est jamais été, ça veut dire, n'a jamais été libre, on n'a jamais été, même nous-mêmes. La femme ne retrouve sa part de liberté qu'en avançant dans l'âge et surtout en donnant naissance à un garçon. Et même en donnant naissance à un garçon, elle restera sous la domination de tous les gens de la maison. Je parle des beaux-parents, bien sûr, surtout de la belle-mère. La belle-mère, parfois c'est une catastrophe pour beaucoup de nos familles. Moi j'ai entendu des histoires. Enfin, c'est pas facile de raconter ça, mais c'est des choses qui existent. Il y a des femmes possédées, des mères possédées, donc ils n'accepteraient jamais
que leur fils a une vie avec, voilà. Et je pense que c'est des choses qui reviennent souvent dans des sociétés primitives, etc. Mais en Kabylie, on vit souvent, moi on m'a raconté des choses. Il y a même une belle-mère qui a tué sa belle-fille. Hein. Elle l'a tué, voilà, parce que la belle-fille pensait qu'en restant, en résistant, et finalement, elle partira victime de la jalousie de la belle-mère. Et puis, les maris, généralement, ils ne peuvent rien dire, ni faire devant les parents, mais surtout devant les mamans. Je suis désolée d'évoquer comme ça, ce n'est pas pour... Mais c'est une réalité qu'on doit dire, qu'on va dire. Mais aussi, il y a des femmes aussi extraordinaires que j'évoque ici, comme Nene Johar, comme Khalfi Fatima. Je parle aussi des femmes, et des femmes qui rendent vraiment la vie, aux gens, aux femmes, aux petits, aux hommes, etc. Donc c'est ça la société, c'est ça la vie. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des choses positives et aussi des choses négatives. Dans ce Agous, donc je ne me limite pas à Agous, mais bien sûr l'histoire commence quand ça arrive. Perd son mari. À vrai dire, je l'ai commencé avant, mais la tragédie commence là. Quand il perd son mari, et donc il passe avec Agous, etc. Donc il passe sur le cercueil, mais c'est là où commence le drame. C'est là où commence le drame, et toute la famille se mettra contre elle, et surtout les beaux-parents, et même les beaux-frères, etc., la belle-sœur et la belle-mère, donc il ne trouvera pas où y aller. Et il va quitter le village, on va la chasser, il va quitter le village pour partir chez sa tante, pour passer un moment, et pour partir dans un autre village, et on donnera naissance à son enfant. Malheureusement, le petit, parce qu'elle avait déjà un enfant, donc on lèvera même son enfant, le premier, ça veut dire l'aîné, Amenzou Younes, donc on va la priver de son enfant et toute sa vie. Il ne pourra pas, ça veut dire qu'il y a des injustices qui ne se réparent pas avec le temps, malheureusement. Il y a des injustices qui ne se réparent pas avec le temps. Et chaque femme et chaque famille a un drame à raconter, a son drame à raconter. Moi, j'ai raconté ce drame de Thessalonique, mais aussi il y a le drame des femmes aussi qui ne sont jamais mariées. Et comme Ranima, c'est la belle-sœur, il faut voir ce qu'elle a fait pour Thessalonique. La jalousie, pourquoi elle est bien, parce qu'elle est belle, pourquoi elle travaille, pourquoi on parle de... Donc, c'est pas tout le monde qui aime le bien. C'est pas tout le monde qui aime des choses... Il y a des personnes, il y a des gens qui ont horreur de tout ce qui est beau, de tout ce qui est unique, de tout ce qui est... de tout ce qui est doux, je sais pas. Donc, les visages des femmes que j'ai évoqués ici, parfois sont dans l'extrémité de leur méchanceté, je veux dire. Je parle aussi des femmes aussi comme Khalfi Fatima. Khalfi Fatima, il était une femme arabe, Samaravot. Alors, ça veut dire, bon, pour expliquer ça en arabe, en français, je ne sais pas si je vais le réussir, mais ça veut dire, il y a des familles, à l'époque, donc ils étaient des familles marabouts. Et avec le temps, suite à un comportement, peut-être ils ont tué quelqu'un, ça va être une femme que comme on dit au Kabyle, donc on va leur retirer ce titre de marabout. Et généralement, ils changent de village ou bien de coin et deviennent Tsarveïdif. Parce que marabout, c'est un titre de noblesse, un titre des gens connaisseurs, des savants, qui connaissent la religion, qui connaissent le fiqh, la sagesse, etc. Donc, Khalfi Fatima, quand il vient au village Hamawood, donc alors qu'il était dans un autre village, donc il porte en mémoire qu'il était sa marabout, Lella. Moi, je me souviens, moi, ils me disent que je suis marabout, je ne sais pas, on a dépassé un peu ça, mais c'est juste pour vous dire, moi, quand j'étais petite, les femmes m'aidaient, et alors que j'étais petite, vous m'aidez, vous souvenez qu'on était à Sina, c'est pour marabout, ça veut dire, petite marabout, notre petite marabout. Moi, on ne comprenait pas tout ça à l'époque. Mais finalement, être marabout, moi, c'est pas ça. Ça veut dire être un marabout, ça veut dire à l'époque, ça veut dire, c'était pas donné. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est pas quelque chose vraiment, mais Khalfi Fatima, donc, il avait un cœur, vraiment un grand cœur, il aimait tout le monde, il a aidé tout le monde, mais quand même, de temps en temps, quand il écoute les lettres, moi aussi, je suis Léna, moi aussi, il a fait beaucoup de bien, c'est pour ça que je vous dis qu'en même temps, on peut évoquer la méchanceté des femmes, mais on évoque aussi la bienveillance, ça
dire, leur engagement pour le bien du village. Khati Fatima, il a sauvé des femmes, il les a aidées bien sûr à l'accouchement, etc. Si on revient à Egous, aussi au-delà de cette tradition de veuve ou bien de veuvage, à l'époque, il disait que la femme, pendant l'accouchement, donc on mettait Egous sur une poutre comme ça, Ejgou, pour ceux qui connaissent un peu les Kabyles. Donc Ejgou et s'accrocher là pour donner naissance à son enfant. C'est pas comme aujourd'hui. Donc il avait plusieurs d'émotions bien symboliques. Fonction, plusieurs fonctions. C'est la poudre. C'est la poutre. Ejgou. Donc voilà. Et Egous aussi, à l'époque, quand les gens derrière le disent, par exemple, la femme s'est vue jurer, Sarabina, Egous, ça veut dire, Egous avait sa place dans la tradition. Mais vraiment à ce point, Egous, parce que pourquoi Egous? Parce que la femme qui met Egous, pas seulement pour garder sa taille et sa force, mais aussi si le défi, si la femme qui ne doit pas lâcher, c'est une femme qui doit être forte pour la maison, parce qu'à vrai dire, c'est la femme qui tient la maison. Ouais. Et quand on dit Akhan, chez nous, quand on dit Akhan, ça veut dire je vais demander à la maison. C'est qui à la maison? C'est la femme. Donc la femme avait son pouvoir. Donc, on dit chez nous, et voilà, si espérons que le Egous, comment dire, il ne va pas se défaire. Parce que pour une femme, pour l'Egous se défaire, pour elle, donc c'est une chute. Si tu chutes, donc on dit toujours donc c'est une façon de dire il faut rester debout, il ne faut jamais se laisser faire, etc. Et ça veut dire, parce que quand je parle de ça, je suis désolée que une bonne partie de vous ne peut pas lire en mais là vous allez découvrir des détails très très touchants, très émouvants sur la façon même comment elle a donné naissance à son enfant. Mais c'est terrible. Moi je l'écrivais des fois, je ne pouvais pas supporter moi-même qu'il écrivait parce que toute seule. Non, heureusement il avait sa tante avec elle, hein. Mais quand même supporter ça. D'abord il perd son enfant. On lui a arraché son enfant à Nzouines et en même temps il est obligé de quitter sa maison. Il est toujours en deuil après la mort de son mari et puis il quitte sa maison, il quitte le village, il quitte tout pour se retrouver dans une petite maison qu'il a refait comme ça pour donner naissance à son enfant. Et dans cette peur aussi, il avait toujours peur, même pour le petit qui venait, enfin c'est une femme qui a vécu toutes sortes, mais quand même à la fin de l'histoire, pour moi, il a vaincu tout le village, il a vaincu sa famille, parce qu'il est resté solide, il est resté elle-même à s'occuper de son enfant, à s'occuper de ses petits-enfants. Ici aussi, je ne me limitais pas uniquement à ce détail de ce hadith, mais aussi il y a des hommes. Je pense que quand la femme n'est pas respectée ou bien ne se porte pas bien dans sa société, je ne pense pas que l'homme peut l'être. Toute la société. Toute la société va avoir mal. Parce que nous avons tous des familles, nous avons tous des femmes. Je pense qu'un homme, quand il voit sa fille ou je ne sais pas moi, sa fille ou sa sœur maltraitée et mal considérée, je pense qu'il va sentir quand même mal. Donc, et toute la maison, justement, et même tout le village a senti la douleur, que finalement, le coup infligé à Fessadif, en vérité, c'est un coup qui a été infligé et lancé contre aussi des hommes. Et on va voir, pour ceux qui peuvent lire en Témézère ici, on va voir le malaise de tous les hommes, parce qu'à l'époque, il y avait des enfants qui se souviennent des Fessadif. Il était extraordinaire, tout le monde venait vers Fessadif. Que ce soit pour, je sais pas moi, pour même des petites choses comme ça, allez, va, on fait ça. Donc, ça était là pour tout le monde. Donc, ils se souviennent. Ils avaient le mal, ça veut dire, le mal, ça veut dire à la peau, de se souvenir de cette femme qui a tout donné pour la maison, pour le haram, pour le quartier, et qui part comme ça sans comprendre. Vers la fin, ils viennent pour les jeunes, les petits à l'époque, pour rendre visite donc à Fessadif, mais le mal est déjà fait. On ne répare pas un mal aussi grand, aussi, voilà. Et ici, je parle évidemment de la révolution aussi, des jeunes de 17 ans qu'on jette dans les casemanes, et puis on leur jette aussi, on leur lance des bombes, et meurent donc de qu'est-ce que les casemanes, ça, bon, je ne connais pas la casemate,
en arabe, je ne sais pas, ni en français d'ailleurs. À quelle époque? À la Révolution 54-62. Les tranches et... Je ne sais non. pas. Bon, on a connu la Takazmat. Takazmat, normalement en français, mais je ne sais pas, je sais que c'est un nom français. Takazmat. Bon, l'essentiel. Et je parle aussi de toutes les veuves qui restent, et c'est elle qui continue la révolution jusqu'en 62. Et en 62, il y a des familles, évidemment, beaucoup de familles qui commencent à quitter les villages pour partir sur Alger. Et Alger, il y a une autre vie qui les attend. Et évidemment, les femmes qui ont la chance de se déplacer sur Alger, ils avaient beaucoup, beaucoup de chance. Parce que il n'y aura plus de travail de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Alors sur Alger, ils sont mieux protégés. Mais en village, par les femmes qui restent au village, ils auront à subir, hein, ils auront à subir, mais il y a toujours ces injustices qui reviennent. Moi, ce qui me révolte, c'est toujours ces injustices qui se font tout le temps, hein, même contre les hommes. Le fils de Tassadid, par exemple, donc on est privé de sa mère, mais on lui disait toujours que ta mère est mauvaise. Évidemment, un enfant de 2 ans, il va croire, et il passera toute sa vie, ça veut dire à s'éloigner de sa mère. D'un côté, il voulait revoir sa mère, mais il ne le reverra jamais. Et vous savez, hein, un enfant, quand ça y est, il est vacciné, donc c'est un mal aussi. Et sa mère souffre d'un côté, mais les enfants aussi, les voisins, les cousins, tout le monde. Donc si je voulais dénoncer certaines pratiques, faites non seulement aux femmes, mais faites aussi aux hommes. Et on aurait aimé raconter une autre réalité, mais Agou, c'est pas toujours un drame. Hein. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de naissances, il y a beaucoup de fêtes de joie du village. Il y a aussi les immigrés qui rentrent, il y a aussi avec le temps des jeunes qui deviennent chanteurs, qui deviennent, donc espèrent la vie, etc. Mais les années 40, avec la guerre mondiale et la révolution de 54-62, c'était pas facile du tout de vivre dans les montagnes. Et d'ailleurs, dès qu'on descend, ce sera difficile de retourner, parce que la vie dans les montagnes, c'est une autre vie, c'est très 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 dur. Bien sûr, quand on descend sur Alger, on ne revient pas. Bon, on revient de temps en temps, mais pour ceux qui pensent un peu loin, au moins ils peuvent construire des maisons au bled. Mais il y a d'autres, ils ne le font pas. D'autres, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils comptent beaucoup sur leur famille du village, donc ils ne pensent même pas à construire. Je donne l'exemple de Hind, qui vit à Alger, et avec le temps, avec tout ce qui se passe après, il ne trouvera pas où reposer sa tête pour se reposer. Donc il revient au village, mais il n'a pas de maison, et il occupera une partie de l'ancienne maison du grand-père pour passer ses derniers jours et mourir presque seul. Ses enfants ne veulent plus rentrer au village, mais il mourra seul. Je raconte tellement de choses, même sur les immigrés aussi, avec le temps qui part. L'usine, nous savons donc à Marseille, et comment eux aussi vivent aussi, mènent une vie difficile, et la majorité, même s'ils reviennent, mais en général, ils ont une autre vie là-bas. Voilà, c'est un petit résumé que je voulais faire sur Agous. Et tout le monde me demande de faire une traduction dans l'arabe, peut-être au français. Moi, je suis d'accord, mais je ne peux pas le faire moi-même. Je ne sais pas si je trouverai un bon traducteur, ce sera disponible pour tout le monde, pour apprendre sur une époque et pour apprendre une partie de notre mémoire. Et c'est des choses qui sont, généralement, c'est des choses qui se passent souvent dans le village. D'ailleurs, l'histoire de Tassadid, finalement, il y a au moins 2 femmes qui m'ont raconté des histoires qui ressemblent à celle-là. Voilà, des femmes comme ça accusées à tort, et puis ils payent le prix des choses qu'ils n'ont pas commises, à vrai dire. Bon, je préfère m'arrêter là, et puis si vous voulez en parler d'autres choses, je suis là pour disponible. À coup sûr, on passera après au débat. Tassadid, la femme qui a tout donné et à qui on a tout pris. Ouais. On passe à... Si vous êtes intéressé par Agous, il est là, avec les autres villages. Parce que Farida Sahoui aussi, elle a fait... Alors, c'est Agous, c'est le dernier, 2023. 24. Et
aussi, elle a écrit sur Jugurten, voilà. Elle a écrit aussi son travail qui dure encore 8 ans, 9 ans. C'est sur les déportés algériens en Tunisie, au début du siècle. C'est inédit comme fait historique. C'est-à-dire حاجة ما ماشي معروفة في التاريخ الجزائري ولا حتى في الذاكرة باسكو متمسح. Ce sont les Algériens pendant la révolution du début du siècle qui ont été déportés. وين في تونس باسكو كاين اللي راح فوالا كاين مي تاع تونس ماشي معروفين بزاف. Et Farida Sahwi, elle fait un travail sur le terrain, témoignage, ذاكرة حية. Et depuis 2011, n'est-ce pas? 2017 jusqu'à présent. Jusqu'à présent, un nouveau livre qui va paraître. Et vous avez parlé sûrement de la famille Amrouche. Puisqu'ils ont vécu en Tunisie. J'ai rendu un hommage justement parce que c'est une famille qui a passé 40 ans en Tunisie et ils ont contribué activement à la vie culturelle, radiophonique, littéraire. Et Mouhoub Amrouche, John Mouhoub Amrouche a servi même la révolution en travaillant comme coordinateur entre le gouvernement français et le gouvernement algérien et faisait partie des gens, bien des hommes qui ont participé donc à les négociations d'Évian, mais avant cela aussi aux négociations du Milan en France. Donc j'ai parlé de ça, mais surtout leur héritage culturel et artistique en Tunisie. Je ne suis pas passée à côté, donc je voulais qu'ils soient connus de tous. Est-ce que c'est en français? Oui, en français. Ils vont en français? Oui. Très bien. Parce que même la dame, Atel Mansour Amrouche, elle a parlé des déportés parce que son vieux, c'est-à-dire le grand-père de son mari, il a été parmi eux. Alors c'est juste pour dire, même on revient à toi Nadia, où tu vas parler de... Alors Jugurten aussi, مترجم. Voilà, Temezra aussi, et Agous, et ton projet, et ça fait une dizaine d'années, sur les déportés algériens en Tunisie. Et c'est juste pour signaler aussi qu'Agous lui a pris 4 ans et demi de recherche. Quand même, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, parce que c'est inédit. Bravo Farida Sahwi, on passera après. Ouais. Après, on va parler de l'hizam, comment le porter, une démonstration, ouais, après. Mon amie Nadia, la poétesse, la parole est à vous, et tfadli. Oui, donc là devant moi, j'ai des petits poèmes, en français, pour c'est un lien, justement, parce que enfin, je ne vais pas le lire bien parce que je l'ai fait juste quand Elida était là. Donc, qui s'appelle que j'ai donné le nom Agous. Agous, c'est ou bien Esselou. Parce qu'on dit Esselou, on dit Agous, il y a d'autres noms aussi. Hein? D'accord? Donc, Esselou, Agous, c'est en français celui-là. Ce n'est pas un bijou, ni parure légère, mais un lien de lait autour du ventre mère. Il sert la vie sans jamais l'emprisonner. Il tient le corps debout quand il veut s'effacer. Là où met la mémoire, il trace l'horizon. Une ligne de silence au cœur de la maison. Quand le visage se perd, quand la voix se retire, c'est lui qui demeure, il refuse de fuir. La couleur s'y apprécie, lourde de souvenirs, de femmes sans portrait que l'histoire a voulu taire. Les signes ne décorent ni la toile ni la chair. Ils veillent, ils retiennent, ils savent retenir. Peindre Agous ou Lasserou, c'est dire son détour, que rien n'est défait, même au bord du jour. Qu'un fit l'ancien saint
encore le monde et l'empêche en secret de tomber dans l'ombre. Donc pour la femme, on a parlé de la femme, on est toujours dans le sujet des femmes, dans le thème des femmes. Celui-là c'est en Kabylie, donc quand je l'ai fait il y a quelques années, j'étais à Akbour. On nous a emmenés sur une tombe d'une très ancienne vieille décédée, et c'était une poétesse. Et dans le bus, quand on est parti, j'ai fait ce petit poème. Donc, pour moi, j'ai imaginé la poétesse quand on est parti pour cueillir sur sa tombe, donc je l'ai imaginé sortir de la tombe et nous dire ceci. الكفني والصرصة je vais le déchirer. الكفني والصرصة سفنطاط على الفراخ ذقني وديد وجعل الجرح اللي والسرداء سيطي جات قداخ تيطي ودبر ووال يراونا قيمة ستل اللي يراهما يخسي وتكشم ثلاث القدي والسبداخ يخفي وذيك النذر فداخ أزاري وريت متساف. C'est-à-dire, il a dit que mes racines ne vont jamais s'éteindre et ne vont pas mourir. Moi, je suis morte, mais ma racine, elle continue à vivre. Voilà, il est petit, mais c'est un ressenti. Merci. Agous, ça parle évidemment, même si on meurt, ça veut dire. D'ailleurs, que ça arrête, il a gardé Agous jusqu'à la fin de ses jours. Elle a laissé dans le coffre de la mariée jusqu'à la fin de ses jours. Avec, de toute façon, je parle de tout ça vers la fin de l'histoire. Et donc, il est attaché à tout ce qui est intime, donc à son mari, à ses petits accessoires, à ses petites photos comme ça, effacées avec le temps. Mais c'est une femme authentique, c'est une femme qui savait ce qu'elle voulait, mais surtout savait ce qu'elle ne voulait pas. Donc, c'est un hommage, si vous voulez, à toutes les femmes qui restent debout, qui militent pour les causes justes, qui militent pour leur foyer, pour garder la stabilité de leur foyer, de leur mari, pour le bien de ses enfants. Voilà, ça, personnellement, j'adore ces femmes, parce que quand on parle de leur malheur, de leur drame, c'est vrai, des fois, on parle comme ça, comme un passage. Mais on peut passer des heures et des heures et des heures à parler et à écouter sans se lasser, mais on sort toujours avec un bagage, avec des choses qui ne nous permettent pas de se taire, qu'il faut présenter, qu'il faut expliquer, qu'il faut dire qu'il y a des choses qui se passent ici et là, et que pas toutes les femmes sont heureuses, et que pas toutes les femmes ont de la chance parce que se sont mariées. Le mariage, ce n'est pas toujours une fin, ou peut-être un début du bonheur. Donc, beaucoup d'histoires, en tout cas j'ai évoqué ici, donc le malheur n'a pas de temps, n'a pas ce n'est pas à l'homme et à la femme de le décider, mais ce que je pense devoir faire, c'est de porter cette mémoire et de la raconter pour connaître justement notre vécu, qui n'est pas toujours noir, qui n'est pas toujours blanc, mais la vie est ainsi faite. Donc c'est une façon oui, voilà, même la façon comment Voilà mon ami, j'aimerais bien que tu nous montres comment porter l'hzam, l'agous, et chaque nœud et chaque position, je crois, a sa signification. روحي, voilà, au milieu s'il te plaît. Bon, vous pouvez me voir. D'abord, la tête, hein. Parce qu'à la belle, parce que le plus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je l'ai.
emmêlé, non? Voilà. Anaya, je crois. Je vais... Tahli, je vais le démêler. Voilà, voilà. Donc d'abord, quitte le petit. Ok. Alors pour une jeune fille, donc elle ne s'est pas mariée, donc on met ça. Dans le cadre, et on le met ici. Au milieu. Pas ici. Voilà. Au milieu. Oui, au milieu. Vous aidez? Voilà. Il a parlé tout à l'heure de Asero. Asero, pour nous, c'est une partie des gousses. Celui-là, par exemple, le Karas Asero. Il est très fin. Très très fin. Mais à gauche, c'est l'ensemble de ces Asero et Soura. Asero et Soura. Ok, il y a des Afron aussi. Il y a des Afron. Je ne sais pas moi, de côté, je pense, du côté d'Athiala, de Fortina, je pense. Alors ça, alors la femme, dès qu'il se marie, il met un autre, surtout quand il donne naissance à son enfant, donc il va mettre un gousse, mais d'une autre dimension, donc il sera plus, voilà. De deux fois c'est bon. Hein. Ouais, deux. Ouais. Mais quand il aura plus d'enfants, etc., avec l'accouchement, d'abord il le met après l'accouchement, pour garder sa taille, et aussi pour son bien-être en général. Et quand il avance dans l'âge, donc il va faire un autre, plus épais, plus volumineux. Et plus fort, donc je vais vous raconter une anecdote chez nous à Zazga. Il y a un docteur qui s'appelle Dr Mitouchi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent. Docteur chez Mitouchi, quand une femme lui rend visite pour une visite médicale. Oui. Alors pour une visite médicale, c'est juste pour vous parler des gousses, parce que ça prend du temps pour le dénouer, ouais. Pour le dénouer, ça veut dire. Au début, pour les femmes, avant de rentrer chez moi, on levait tout dans la salle d'attente, parce que chaque fois, il au moins 10 minutes pour vous dire à quel point ça veut dire lourd. Il peut être long. Oui, il peut être long. Alors pour toutes les femmes, les réflexionnées gousses qui le fassent la salle d'attente, parce que je n'ai pas le temps à chaque fois, je me donne 10 minutes, un quart d'heure pour le faire. Donc, pour les vieilles, évidemment, donc, ils mettent donc, un pouce, peut-être 4-5 fois. Hein. Yeah. Ah oui. Mais ça tient la taille, vraiment, ça tient la taille. Et la position? La position pour les vieilles, généralement, il y a une partie ici, une partie là. Et tout dépend des régions aussi. Je ne peux pas dire. Et je veux dire que la tradition de veuvage pour la femme qui perd son mari, elle est encore respectée de nos jours. Hein, dans la partie d'Etienne, dans la région d'Etienne, il y a une dame qui m'a dit dernièrement, c'est une consoeur, elle est écrivaine aussi, et m'a dit que je viens d'assister à cette tradition. Donc une femme qui perd son mari, il met un gousse, oui. Il m'a dit, j'ai pensé directement à ton roman. Mais en même temps, j'ai été en Tunisie, donc je me reçois à Tunis, donc aussi les berbères de Tunisie me disent que sa tradition est toujours respectée chez eux, à Djabra, à Tataouine, Mata, donc toutes les régions qui gardent encore leur culture, enfin leur langue. Voilà, donc c'est une tradition nord-africaine, c'est une tradition qui touche toutes les femmes et toutes les maisons berbères. Voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on commence le débat, je ne sais pas, Selima. Oui, d'abord, avant le débat, c'est Nadia. Juste un mot sur ce qu'elle a dit. Ouais. Parce que ce n'est pas n'importe qui sait le faire. Par exemple, ma fille maintenant, c'est parce qu'elle n'a jamais fait. Donc, s'il se lève pour mettre un gousse, il ne peut pas le mettre comme il faut. Ouais. Parce qu'il y a derrière un gousse, il y a tout un art. Tout un art. C'est un art de faire un gousse. Et puis, il y a un gousse, comme elle a dit Vérida, parce que maintenant, c'est des filles qui portent un gousse à geek. Pourquoi? Parce qu'elles ne travaillent, ne font pas des travaux forcés. Mais avant, je parle de la Kabylie, avant, les femmes, elles mettaient un gousse très très gros, et de combien de mètres? Parce qu'ils ont des travaux forcés, des travaux de la ferme, des travaux de la terre. Et puis, pour celles qui ramènent de l'eau, elles mettent leur cruche sur un gousse. Donc un gousse, c'est un support. C'est un support. Parce qu'il faut qu'un gousse il soit très très gros et très très élevé pour que la cruche
lâche. Voilà, donc elle ne le tente pas. Voilà, il y a plusieurs façons de mettre à gousse. Il y a une certaine époque, moi j'étais encore lycéenne, où il y avait la mode de ne pas mettre à gousse. On portait des robes kabyles sans à gousse. Le agousse revient avec les robes kabyles très récemment. Et puis il y a agousse neutre, sans couleur. Il y a des agousses, mais elle a beaucoup travaillé sur ça, mais que moi. Donc, mais il y a des couleurs. Les couleurs, ils ont des significations. Parce qu'on ne met pas n'importe couleur. Normalement, on met des couleurs de la terre, les couleurs de la nature, dans agousse, comme dans le ahaïk. Le ahaïk aussi, on met des couleurs choisies, des couleurs qui disent la nature. Voilà. Donc les couleurs, par exemple, chez nous, on l'appelle le guichta. On l'appelle pas agousse. Parce qu'il est fait d'une seule pièce. Il n'est pas fait de plusieurs fils. Il est tissé. C'est un tissage. C'est un tissage. C'est un tissage. Et maintenant, les filles, moi, j'ai fait comme pour ma fille qui la mettait là. Donc, on peut la mettre aussi là. C'est-à-dire ça, c'est la mode. Mais l'original, elle en a bien parlé. Voilà. Et puis, avant aussi, on ne faisait pas ça. Le agousse de nos vieilles. Parce que c'est un décor. Alors, les femmes qui travaillent les champs, ils n'ont pas besoin de décor. Elles ne mettent pas le décor. Le décor, c'est la nature. Merci. Bravo, merci. Ouais, merci à Merci vous. pour ces détails. Gouli, Nadia, tu veux terminer avec une poésie? Voilà, une poésie et on passe au débat. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je dialogue toujours. Donc là, c'est sur le printemps. C'est la maman qui parle avec son fils non-voyant, son enfant non-voyant. Lui, il est désolé, c'est-à-dire dans le poème, de ne pas voir les fleurs du printemps. Alors qu'il y avait quelqu'un qui est passé pour vendre des fleurs en plastique. Sa maman lui dit de prendre une fleur en plastique, il a refusé. Il a dit, moi je sens pas, moi j'ai envie de sentir puisque je ne vois pas. Donc il faut sentir. Moi je veux une fleur naturelle, une rose naturelle. Ne m'offrez pas une fleur, une rose en plastique. Il a refusé. Donc après, sa maman lui décrivait. Alors lui, il répond en même temps. تفسوت كان وفتلي دين النظام أثاي عدد وطار يزوزو ديك جديدن تفسوت تفراني الشفار ثنو غنامي ستوكسن تعوكل ثوكا ضربار تنساج إلى فريجن. C'est-à-dire le printemps, il était ondeuse parce qu'il y a des vendeurs de plastique. Alors le printemps, il a ramassé toutes ces fleurs. Il était en pleurs, il a ramassé toutes ces fleurs, il a mis un truc, une robe, disons une robe noire. Le printemps est devenu en deuil, il est endeuillé. Attends. إياه وتغنى جديد الريحان بالسولاش وينادي بودني خريف ولي صغار ولي تمتات أكنا يقين ذا جديد يسعى الصوت دي ثلاث. L'enfant نك يبغي تفسوت من الإنسان يتزلل الجديد يسعى زار يسدوين يوغل يالفعلي في السير قرار سيم الناس لا سيرم يماس لمرو فيه غتعلقا تمزوان تغفيد مرنيش القاعياك وتشبحاق تستقالتي ندير قايش اسيف دشناك تشعرا اكينا بيتهدن وليش
يا الغام وليفرز يزري وذاك سوثن كي دسلالي تصبي رغيماني وستمسلاي إذن تساوي اتدوي حاغ العمري وما سغفرو يسغني المروفيق هذاك تفكار نتاتي مومونتي طيف إبردالك النجرة ويسمى كان في فضاريك يا لسبلولا الفداء أسمير هذا سمير سولي كمير. Bon, je sais pas, on peut passer au débat si vous avez des questions à poser. Oui, monsieur. Salima, on laisse donc la parole. On commence le débat. Tu as très bien fait. Parce que je suis occupée. Oui, monsieur, vous voulez? Moi, je voudrais vous dire simplement ce que vous avez